Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il a présidé la FNAIM entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018. À quelques jours de la prochaine élection, il m'a semblé intéressant d'interroger Jean-François Buet sur ce que les agents immobiliers doivent, selon lui, attendre de leur futur président, sur ce que doit être le président de la FNAIM du futur. Bien sûr, nous évoquons aussi d'autres questions que je vous laisse découvrir. Jean-François Buet, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Un nouveau président sera bientôt élu à la FNAIM. Dans quel état d'esprit, selon vous, doit s'ouvrir le futur quinquennat ? Alors dans un état d'esprit d'ouverture et de préparation à de grandes négociations. Lesquelles ? Parce qu'aujourd'hui, le monde du logement est malmené. Sincèrement, réglementation, fiscalité, consumérisme, tout y est. Et que pour faire avancer les choses et pour loger un peu mieux chacun d'entre nous, il faut avoir une vision globale, et il faut savoir convaincre aussi les personnes que le président aura en face de lui. Je dis de lui, puisqu'à priori, il y a 3 candidats qui sont des hommes, donc malheureusement, il n'y aura pas de femmes. Si vous étiez à nouveau aux commandes de la FNAIM, en cette période qui est très difficile pour le logement en France, quelle politique générale seriez-vous enclin de proposer à la fois aux adhérents et aux partenaires de la FNAIM, et je pense en ce compris à l'équipe ministérielle en charge actuellement des questions de logement ou d'habitat? Alors, il faut se mettre dans la peau de nos concitoyens, de nos clients, vendeurs, acquéreurs, propriétaires, bailleurs ou locataires. Et là, déjà, c'est un exercice qui est compliqué, puisque forcément, on sait par nature que le propriétaire bailleur a des intérêts qui ne sont pas forcément celui de son locataire, et que l'acquéreur n'est pas forcément celui qui pense comme le vendeur, bien entendu par opposition. Mais pour autant, nous avons tous besoin de nous loger. Nous avons tous besoin d'un logement, que nous soyons mutés, que nous grandissions, que nous ayons besoin d'une chambre supplémentaire pour les enfants ou de changer de vie. Il y a des besoins, les besoins sont de plus en plus importants, et nos pouvoirs publics n'ont pas pris la dimension réelle du logement, à mon sens. Pas ou peu de ministre du logement, un ministre du logement qui est nommé mais qui ne prend pas la parole, ou qui se satisfait d'une ponction de Bercy sur les fonds d'un grand bailleur social. Ce ne sont pas des éléments qui nous permettent de penser que le gouvernement a une vraie vision de la politique du logement en France. Et pourtant, on parle de pouvoir d'achat, et aujourd'hui plus que jamais, le premier poste des dépenses de chacun d'entre nous, c'est le logement. Que ça soit par son acquisition, que ça soit pour le montant de son loyer, ou, encore plus maintenant, sur le coût de fonctionnement du logement. Et donc, il faut bien qu'on arrive à faire comprendre à nos partenaires, à nos élus, à nos politiques, je dirais même aux journalistes et à tout le monde, que le logement est un vrai sujet. Pourtant, la question de la rénovation énergétique, par exemple, des bâtiments, semble avoir pris le dessus sur la question plus générale du logement. Oui, c'est un peu la politique de ce que mon grand-père appelait le yaka faucon. C'est-à-dire que yaka, il faut qu'on rénove. Voilà, point barre. Sauf que pour rénover, il faut convaincre les gens, il faut avoir des disponibilités financières, il faut des aides, il faut des subventions, il faut du temps, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là, clairement, avec les échéances qui nous sont données, on va dans le mur. C'est-à-dire que, on ne pourra pas rénover l'ensemble des logements F et G dans les délais qui nous sont impartis, qu'ils soient en copropriété ou pas, mais c'est encore pire en copropriété. Donc, il faut bien comprendre qu'il faudrait accompagner les dispositifs. Sitôt qu'un immeuble en copropriété a décidé de faire les travaux, on devrait pouvoir l'inscrire dans le temps de façon à ne pas mettre en place cette mesure d'indécence des logements qui vont faire que des centaines de milliers de logements ne seront plus disponibles et qu'on aura encore plus de difficultés à trouver un bien à louer. Parlons maintenant du marché immobilier. Certaines inquiétudes commencent à s'exprimer quant au marché immobilier en France, dans un contexte d'inflation avérée, d'accès également au crédit qui est réduit. Est-ce que d'après vous, le métier d'agent immobilier va être de ce fait appelé à se réinventer d'une certaine manière ? Alors, il va forcément évoluer. Oui. Il va forcément évoluer, et on a besoin d'évoluer parce que d'abord le marché se retourne, et aujourd'hui on est en pénurie de biens, on est en manque de biens.
On pourrait très bien retrouver une période comme celle qu'on a connue dans les années 87-88, où il y avait au contraire plus de biens que de demandeurs. On pourrait très bien retrouver aussi les problématiques du marché qu'on a eu en 93, où plus rien ne se vendait parce qu'il y a eu la crise du Golfe et que les prix avaient grimpé trop fort. On pourrait très bien aussi se retrouver dans une période comme celle de 2008, avec la crise des subprimes qui avait complètement bouleversé le marché financier et donc le marché immobilier. En fait, aucun de ces cas de figure ne se répétera exactement de la même façon. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'écoute et il faut être réactif. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les agents immobiliers n'ont de cesse que de se réinventer. D'ailleurs, ceux qui existent aujourd'hui, ceux qui sont sur le marché, ils se sont réinventés. Ceux qui ne se sont pas réinventés, on les voit plus, on les a oubliés. On n'est même pas capable de les citer pour dire tiens, lui, il n'existe plus. Bon. Donc c'est un monde qui est en perpétuelle évolution, et contrairement à une fausse idée reçue, les acteurs de l'immobilier ne sont pas immobiles. Ah, c'est une belle expression. Oui, alors je la dois à un de nos confrères qui était basé à Orléans. Je le cite volontiers parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce confrère, Denis Rouet. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'était un personnage complètement atypique et qui bossait tout seul. Il travaillait tout seul. Il a une petite structure. Et sur son répondeur, il disait toujours Denis Rouet, je ne suis pas là, car dans l'immobilier, nous ne sommes pas immobiles. Et alors justement, on va parler de vocabulaire. Vous vous êtes battu, vous, pour mettre les bons mots au bon endroit. Je pense par exemple à la distinction très juste que vous faisiez entre honoraires et commissions. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ceux qui se disent chasseurs immobiliers, coachs, accompagnateurs en tout genre ? Écoutez, c'est un vernis. Après, leur intention, louable soit-elle, est forcément celle de trouver une solution pour des concitoyens, qu'ils l'approchent en étant rentreurs d'affaires de mandat exclusif ou s'occupant plutôt du côté de l'acquéreur ou du locataire. Voilà, c'est bien, on peut tout évoquer. Je pense que d'abord, aujourd'hui, en France, on a une réglementation. Bonne ou mauvaise, elle existe depuis plus de 50 ans, c'est la loi Gay. Alors bon, la question est de savoir, est-ce que ces personnes s'inscrivent ou non dans la loi Gay ? Moi, je pense qu'ils s'inscrivent dans la loi Gay. À partir du moment où on négocie pour le compte d'autrui, on est dans la loi Gay. À partir du moment où on rédige quelque chose, je ne parle même pas de la perception des fonds, on est dans la loi Gay. Donc, sont-ils dans la loi Gay ? S'ils sont dans la loi Gay, eh bien, ils respectent la loi Gay. Et s'ils ne sont pas dans la loi Gay, eh bien, ils ne font pas de négociation. Ça aussi, c'est très clair. Et alors, sur la question de la formation par exemple des collaborateurs habilités, est-ce qu'il faut terminer le travail ? Bien sûr, vous savez que c'est la loi Allure de mars 2014 qui avait prévu cette formation. Je n'y suis pas pour rien. J'avais âprement discuté avec Cécile Duflos sur le sujet. Et je dois dire que si on était en opposition sur un certain nombre de choses, sur l'encadrement des loyers, sur le plafonnement des honoraires de location, un sujet sur lequel on était d'accord tous les deux, c'était la formation des collaborateurs. Et je pense que plus de 8 ans après, presque 9 ans après, il serait grand temps que les décrets d'application prévus par cette loi sortent enfin. C'est à la demande de tout le monde, et puis c'est surtout la demande du consommateur. Donc n'oublions pas qui est le client. Et je pense que nous aurons tout à gagner à avoir le plus possible des collaborateurs formés, et j'utiliserai même une terminologie un peu marketing, up-to-date, parce que la réglementation évolue sans cesse, et que finalement, si on ne se forme pas tout le temps au quotidien, on est très vite en dehors des clous. Aussi une manière de clarifier les choses, mandataire, agent immobilier, etc. Le client, il s'y perd au fond. Bon, le client s'y perd, puis vous savez, le client, lui, ce qu'il veut, c'est un logement, et de la sécurité dans son acquisition, dans sa location. Après, qu'il ait en face de lui un mandataire, agent commercial, ou un agent commercial qui reçoit des mandats, ou un agent immobilier qui fait du commercial, ou une autre profession périphérique au nôtre qui lui apporte le service et surtout le logement qu'il veut, oui, là, le reste, lui, c'est de la littérature. Et peut-être que l'important, c'est encore une fois la formation. L'important, c'est la formation. C'est la formation pour avoir une vision des choses, pour avoir la tête qui sort du guidon, pour pouvoir vraiment renseigner et aider son client. Ne jamais oublier que nos clients, on n'est pas là pour leur vendre ou leur louer un bien ou un service. On est là pour leur donner les éléments de façon à ce qu'ils prennent la meilleure décision en fonction de leur âme et conscience. Et l'idée, c'est de dire, monsieur le client, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je vends des logements, mon objectif, c'est de percevoir des honoraires, mais je veux que vous fassiez cette acquisition en âme et conscience, et que non seulement cette acquisition va vous engager sur des années, que vous soyez satisfait, que pendant des années vous vous souveniez de moi, que vous soyez vendeur ou acquéreur. Donc voilà, j'ai eu un vrai professionnel qui m'a aidé, et
sincèrement, aujourd'hui, je crois vraiment que ça fait la différence. Il y a de plus en plus, grâce en partie à la loi Allure, mais aussi à d'autres réglementations, et aux prises de conscience que la profession a faites, il y a de plus en plus de professionnels qui aujourd'hui sont reconnus comme tels. Que ça soit dans les grands réseaux de franchise. On a travaillé ensemble pendant des années et on a vraiment fait avancer les choses dans les grands groupes d'administration de biens. Voilà. Alors chacun a ses qualités et ses défauts, mais pour exercer le métier depuis près de 40 ans, je peux vous assurer qu'il a bien évolué. Donc si je résume, pouvoir d'accompagnement du client, et ça c'est quelque chose de formidable, et aussi devoir de conseil. Devoir de conseil, on n'y échappera pas, d'ailleurs ça fait très longtemps. Oui. Sitôt qu'il y a une jurisprudence, le devoir de conseil il est mis en exergue, et c'est bien normal, car nous sommes nous aussi consommateurs. Si demain on achète mais c'est une force en fait. Mais c'est une force, c'est le plus. C'est-à-dire que on achète un voyage sur Internet, on va acheter une voiture, on a besoin d'un service, on va chez le médecin, on a un vrai besoin de conseil et de comprendre les choses, que ça soit transparent, avec les bons mots, parce que lorsque nous n'utilisons pas les bons mots, on a toutes les chances de ne pas se faire comprendre. Et alors, quelques mots pour terminer. Pour vous, que devrait être le président de la FNAIM du futur ? Le président de la FNAIM du futur est forcément une femme ou un homme dans la pleine force de l'âge. Bourré de dynamisme, parce que c'est une fonction qui réclame une énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, vous pouvez en témoigner. Je pèse mes mots, je peux en témoigner. J'ai de nombreux exemples de journalistes qui m'ont interpellé le samedi, le dimanche, à 6h du matin, entre midi et 2, à n'importe quelle heure, sur des sujets divers et variés. Et puis, c'est quelqu'un qui doit avoir une vraie conviction chevillée au corps pour vraiment défendre nos 3 métiers essentiels. Nos 3 métiers essentiels, puisque vous savez qu'il y en a plus que 2-3, mais c'est essentiellement, bien entendu, la transaction, la gestion locative et le syndic de copropriété. Et puis, c'est quelqu'un qui doit être à la fois dans l'écoute, pour comprendre les attendus de ses interlocuteurs, qu'ils soient politiques ou médias, mais qui doit être aussi dans l'empathie, parce qu'on n'arrive pas à une négociation quand on n'est pas dans l'empathie. Il faut aussi aimer les gens. Et alors là, la phrase n'est pas de moi, mais c'est Stéphane Plaza qui le dit, et je lui reconnais cette grande qualité. Stéphane le dit, ce métier, on ne peut pas le faire si on n'aime pas les gens. Il faut aimer les gens, mais il faut les aimer au-delà de la moyenne. Il faut vraiment les aimer, la vraie empathie, la vraie écoute, le sourire chevillé au corps. Et puis le désir aussi d'écouter les besoins, le marché, tout ce qui se passe, et qui fait donc que pendant 5 ans peut-être, bien des questions se lèveront et on ne les avait pas imaginées au départ. Bien des questions se lèveront, et puis le contexte se lèvera. Jean-Marc Torolion, mon successeur, n'a jamais imaginé qu'il y aurait une période de Covid, et il a fallu la gérer. Oui. Moi, j'en ai eu aussi, j'ai eu ma part aussi avec la loi Allure, avec Bien Ici, avec des choses qui sont apparues et qu'on a gérées. Donc il faut être prêt, il faut être réactif, il faut donc être plein d'énergie. Et j'avoue que aujourd'hui, je n'ai plus cette énergie-là parce que je crois qu'il y a un âge pour tout. Merci beaucoup, Jean-François. Merci.